Elisabeth Borne a décidé de mettre le paquet sur le vélo. 250 millions d'euros pour la seule année 2023 sont attribués à l'aménagement de l'espace cyclable. L'annonce a été faite ce matin. C'est une enveloppe conséquente dont on va parler avec nos invités. Olivier Schneider, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes président de la FUB, c'est la Fédération française des usagers de la bicyclette. Je crois que vous étiez ce matin à la présentation du plan vélo. Et Yvan Lubraneski est également avec nous. Soyez le bienvenu. Maire des Molières, ça se trouve dans l'Essonne. Vous êtes également vice-président des maires ruraux de France. Alors messieurs, on va vous entendre dans un instant. Vous allez nous donner votre point de vue sur ce fameux plan vélo et sur les différents aménagements. Mais avant cela, si vous le voulez bien, on va faire le point sur les annonces très précises faites ce matin avec Sophie Béchir. Dans la cour de l'hôtel de Matignon, la Première ministre confirme aujourd'hui la poursuite du plan vélo, doté de 250 millions d'euros en 2023. 200 millions permettront aux collectivités de développer des infrastructures et 50 millions d'euros serviront à créer des places de stationnement. C'est le 4e anniversaire du dispositif qui doit se poursuivre jusqu'en 2027. Il comprend également une formation savoir rouler à vélo pour les élèves de primaire. En 3 ans, 160 000 enfants en ont bénéficié. Annoncé en septembre 2018 par Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, le plan vélo a déjà permis notamment des aides à l'achat et l'aménagement de pistes dans toute la France. En Île-de-France, la région veut-elle poursuivre le développement de son réseau de voies cyclables ? 12 itinéraires de 720 km doivent être construits entre 2025 et 2030. Et forcément, Olivier Schneider, j'ai envie d'entendre votre réaction. 250 millions d'euros pour le vélo, rien que pour l'année 2023, j'imagine que vous êtes satisfait. Alors, pour l'année 2023, oui. Mais sur le long terme, il faut se rendre compte que finalement, si on réfère ça au nombre d'habitants de la France, on estime qu'une politique cyclable réussie, c'est 30 euros par habitant et par an. Donc, pour toute la France, c'est 2 milliards. On pourrait estimer que l'État prenne à sa charge environ un quart de cette somme. Donc, on en est, non pas on en est loin, mais il y a encore une marge. Il y a quand même un changement, un petit geste en plus par rapport à l'habitude, ça c'est indéniable. C'est plus qu'un geste, enfin, c'est-à-dire que c'est Elisabeth Borne, quand elle était il y a 4 ans ministre des Transports, qui a pour la première fois lancé un vrai plan vélo. Avant, les plans vélo, c'était un peu, faites du vélo, c'est bien, mais l'État ne met pas la main à la poche, et donc c'était juste une incitation aux collectivités de faire des infrastructures. Il y a 4 ans, il y a eu l'annonce de ce plan vélo qui avait 350 millions d'euros sur 7 ans. Ça a été abondé de 150 millions, donc c'est passé à 500 millions d'euros sur 7 ans, sauf que ces 500 millions d'euros ont été dépensés en 4 ans. Mais là, 250 millions, du coup, ça correspond à la moitié de ce qu'on a dépensé sur tout le quinquennat précédent. Donc en effet, c'est une accélération. Mais ce qui est essentiel, c'est que la Première ministre, j'avais la chance d'y être, a annoncé qu'il y aura la création d'un comité interministériel vélo, donc avec les différents ministres concernés. Il y aura du suivi cette fois-ci. Et voilà, et donc faut pas que ce soit juste un one-shot, si je puis dire, pour 2023, mais il faut que année après année, ça aille de plus en plus loin, et surtout parce que accélérer dans les grandes métropoles qui ont déjà pris le pas du vélo, entre guillemets, c'est facile, il y a déjà des projets, il suffit de les financer. Mais l'enjeu, et c'est sans doute ce que dira l'autre invité, c'est de faire bénéficier du vélo à l'ensemble du territoire et donc d'accompagner avec un soin, une bienveillance particulière tous les territoires qui ne se sont pas encore mis au vélo. Et donc ça passe par des itinéraires vraiment séparés, en site propre comme on dit, hors agglomération, et aussi par l'intermodalité. C'est-à-dire que quand on fait des trajets plus longs, ce qu'il faut, c'est pouvoir combiner facilement le vélo et ensuite un transport en commun ou un covoiturage, grâce à du stationnement vélo sécurisé. Et vous me faites la transition, j'ai plus rien à faire sur ce plateau. On va en parler justement avec Yvan Lubraneski. Vous avez entendu la réaction, Yvan Lubraneski, d'Olivier Schneider, qui parlait aussi des communes et pas seulement des grandes villes et des grandes agglomérations. Vous, comment vous avez d'abord reçu cette annonce d'un plan vélo de 250 millions d'euros ? Oui, il faut saluer le geste supplémentaire, l'argent qui est mis sur la table par le gouvernement. C'est sûr que c'est une accélération, comme le dit M. Schneider. Par ailleurs, effectivement, il a raison lui aussi, et on abondera en son sens, de vouloir considérer que cela doit être non seulement suivi, alors ça aussi c'est une annonce qu'on entend et qui est donc aussi très positive, mais que finalement cette aide soit pérenne. Moi, ce que j'ajouterais, il a utilisé le mot de bienveillance. En fait, c'est bienveillance et surtout accompagnement. C'est-à-dire que, pour vous décrire rapidement la situation, on a d'abord une conscience que ce mode de déplacement
est réellement un mode d'avenir et à développer qui est très mal réparti selon les élus. Je représente une association d'élus, mais j'ai parfaitement conscience et je suis lucide qu'il y a encore parmi les élus des personnes qui considèrent que le vélo, c'est pour le week-end et pour la promenade. Or, effectivement, il faut développer cette conscience et cette vision que le vélo doit faire partie dans l'intermodalité d'un mode de déplacement doux, pérenne et toute la semaine, voilà, et qu'on puisse effectivement l'utiliser. Donc, le point sur lequel moi je voulais appuyer, c'est sur cet argent-là, va-t-il servir notamment à l'accompagnement en ingénierie. On sait qu'au niveau des territoires ruraux, c'est souvent ce qui nous manque. On a un organisme, par exemple le CEREMA en France, qui est très actif et très qualifié. Mais par exemple, voilà, déjà, est-ce que cet argent sera mobilisable sur les études ? Ça, c'est réellement un point qui est important pour nous. Parce que vous, Yvan Lubraneski, aujourd'hui, dans votre commune et dans celles alentours, par exemple, comment ça se passe en termes de vélo ? Est-ce que vous voyez ces dernières années, et peut-être aussi depuis le Covid, une utilisation qui augmente ? Est-ce qu'il y a aussi, du coup, des besoins qui en découlent sur les pistes cyclables, par exemple ? Très concrètement, ça me ramène un peu à la remarque que je vous faisais, c'est-à-dire que nous, il nous manque à peu près 1000 mètres jusqu'au RER de Saint-Rémy-les-Chevreuses, mais comme la partie Yvelines d'une liaison douce n'a pas été assurée, il faut tout simplement descendre de vélo quand vous arrivez à la frontière des Yvelines, ce qui est absolument incroyable alors qu'il reste 1000 mètres à faire. De la même façon, dans mon intercommunalité, on a voté et à l'unanimité et travaillé sur un plan intercommunal de liaison cycliste et de liaison douce il y a maintenant 4 ans. Et en fait, on est à l'arrêt total. Il n'y a absolument rien qui s'est passé. Et ça ne dépend pas. Le mot intercommunalité, ça veut dire que tous les élus autour de la table considèrent que c'est réellement une priorité et qu'il faut avancer. Donc, si l'argent est sur la table, évidemment, les collectivités qui vont s'en emparer, les premières, c'est celles qui sont prêtes et qui ont dès demain des projets finalisés, la volonté et aussi le projet finalisé. Mais pour les autres, il va falloir encore beaucoup d'incitation et de prise de conscience. Il faut que les usagers, d'ailleurs le rôle de la fédération d'Olivier Schneider est utile pour cela en termes de prise de conscience. C'est important qu'on avance aussi dans les territoires et qu'on fasse progresser ce mode de déplacement. Oui, parce que finalement, Olivier Schneider, il y a deux choses. Il y a avoir l'argent pour mettre en place un certain nombre de projets, mais il y a aussi tout l'accompagnement, les explications, comment on met ça en place, pourquoi il est nécessaire d'utiliser le vélo aujourd'hui, mais le vélo qui ne doit pas forcément être exclusif. Non, tout à fait. Et justement, mais là on est tout à fait en accord avec l'Association des maires ruraux de France. Le problème du premier fonds vélo, c'est qu'en effet, c'était les territoires qui avaient déjà des projets, qui avaient déjà des chargés de projets, qui avaient de l'ingénierie, qui pouvaient répondre parce que les dossiers étaient complexes à remplir. Et donc, quand je parlais de bienveillance, en effet, je voulais dire accompagnement. Ça veut dire, pas juste dire, votre dossier, il n'est pas bon, donc je ne le prends pas, mais on va vous aider à élaborer le bon projet tout en vous laissant la gestion de votre territoire. Donc, vous formez. À la FUB, on a par exemple un programme qui est l'Académie des mobilités actives, qui permet de faire des formations et vraiment de l'incubation de la culture vélo. Et c'est pour ça que 250 millions d'euros, c'est assez pour 2023, mais ce ne sera pas assez les années suivantes, parce que même si d'aventure une partie de ces 250 millions d'euros allait sur les études et sur la formation, heureusement ça ne coûte pas cher, mais ça va générer du coup des besoins en projet pour les années 24, 25, 26. Et c'est là qu'il faudra mettre beaucoup plus. C'est pour ça que la semaine dernière... Donc vous dites déjà, c'est bien à Madame Borne, mais c'est quand même pas suffisant si on se projette dans les prochaines années, quoi. Elle en est tout à fait consciente. Enfin, ce sera inscrit dans la trajectoire de planification écologique. Et donc moi, mon appel, c'est aux collectivités justement de se manifester et de bien dire, nous, si on... Et c'est un peu ce que j'ai entendu par Monsieur le maire, si d'aventure on a une pérennité pluriannuelle sur les dispositifs d'accompagnement et notamment le financement de l'investissement, c'est ça qui coûte le plus cher, avec des taux de cofinancement qui sont conséquents pour ceux qui sont prêts à faire payer le coût politique. Parce que finalement, l'État, c'est lui qui récupère le plus de gains. Parce que le gain, quand on développe le vélo, c'est avant tout la santé. Et aujourd'hui, on a une crise du système santé. Évidemment qu'il faut développer
améliorer le système de santé, mais il faut aussi faire en sorte qu'on soit en meilleure santé. Et faire en sorte que nos concitoyennes et concitoyens puissent marcher et faire du vélo en toute sécurité, ça fait partie de cette politique de prévention. Donc finalement, c'est légitime que ce soit l'État qui finance les investissements, parce que c'est lui qui fait des économies sur les dépenses de santé. Après, c'est à la collectivité de payer le coût politique, c'est-à-dire redistribuer l'espace public, discuter avec ses commerçants, avec sa population, pour expliquer que ce n'est pas une punition pour les automobilistes, mais juste une nouvelle possibilité dans la panel de choix de mobilité. Puisque vous évoquez la sécurité, on va y venir et je vous propose qu'on regarde un sujet à ce propos. On a été interrogé dans la ville de Paris, plusieurs usagers du vélo qui nous ont dit ce qu'ils pensaient de la pratique cyclable en ce moment dans la capitale. C'est quand même une des villes où cette pratique est à la fois très développée et où les infrastructures sont de plus en plus nombreuses. Ça n'est pas le cas partout, évidemment, mais c'est un exemple qu'on va regarder avec Valentine Poncy, Sophie Béchir et Merak Movissian, et on en parle juste après. 1,3 km de pistes cyclables à double sens, boulevard Sébastopol est le seul axe aménagé pour les vélos qui relie le nord au sud de la capitale. Il affiche des records de fréquentation, plus de 18 000 cyclistes en une seule journée, un succès qui n'est pas sans danger. Énormément de monde. Là, vous revenez à 18h30 et on est tous à la queue leu-leu, on est tous à 5 km/h et on n'avance plus. Et ce n'est pas la seule difficulté. Des passages non protégés, des zones de travaux, autant d'obstacles pour la circulation des vélos. Les associations attendent des aménagements, même provisoires. L'augmentation du nombre de cyclistes va plus vite que l'augmentation du nombre d'aménagements. Et du coup, la ville et les institutionnels, de façon générale, courent un peu derrière le flux de cyclistes. Et du coup, on voit effectivement, depuis la rentrée, énormément de cyclistes partout. Et en fait, il y a encore plein d'endroits où il n'y a pas d'aménagement et où il y en a besoin pour avoir un réseau qui couvre correctement et complètement Paris de façon continue et sécurisée. La mairie de Paris devra-t-elle revoir son plan vélo ? Elle prévoit de créer 130 km de pistes d'ici 2026. Alors, on prend cet exemple de la ville de Paris, mais je pense que ça pourrait être étendu éventuellement à d'autres villes. Comment on s'assure de la sécurité des cyclistes, évidemment, mais aussi de finalement tous ceux qui sont en mobilité, en voiture, en scooter, à pied aussi, quand on a de plus en plus la pratique du vélo dans les villes ? Ça passe tout simplement par de la planification. Et donc là, typiquement, le boulevard Sébastopol, c'est un aménagement qui est vraiment une rupture avec le passé. C'était vraiment le coupe-gorge à vélo de passer avant cette piste cyclable. Sauf que c'est le seul axe nord-sud de Paris. Et donc, ça a été sous-dimensionné. Il y a une ligne de métro en dessous. Il n'y a qu'à imaginer si 1% des gens choisissent le vélo pour désaturer un peu le métro. Et donc, en fait, il y a eu l'erreur de dimensionner cet axe comme si c'était une piste cyclable lambda, alors que c'est l'axe nord-sud de la capitale de la France. Et donc là-dessus, on a manqué... En fait, je pense que celles et ceux qui ont validé cet aménagement n'ont même pas cru au fait que les gens allaient vraiment aller dessus. C'est-à-dire que l'erreur qu'on fait classiquement, c'est de faire en fonction de ceux qui font déjà du vélo, et pas en se disant ça va inciter des gens à y passer. Mais donc, comment on prévoit ça quand on est maire d'une commune, par exemple, et puisque M. Lubraneski est avec nous et on lui posera la question après, mais vous, qu'est-ce que vous conseillez pour se projeter justement ? Comment on peut savoir si ça va passer du simple au double ? C'est assez simple, vous regardez, ça a un nom complexe, c'est ce qu'on appelle les pôles générateurs de déplacement, c'est en gros les origines et les destinations, et on regarde quel est le nombre de trajets qui font entre 3 et 7 km, selon un peu les pentes, etc. Et on se dit que ça, c'est faisable à vélo. Tout ça, c'est faisable facilement à vélo, et qu'avec une politique d'apprentissage du vélo, d'aide à l'achat, à terme, c'est un tiers, un quart ou la moitié de ces habitants-là qui vont souhaiter se déplacer à vélo. Et donc, on a tous des algorithmes qui permettent de prévoir un peu les flux. Là, ce qui s'est passé, c'est que le Covid a servi d'accélérateur. C'est-à-dire des gens qui y pensaient depuis des années, on franchit le pas du jour au lendemain, un peu pour éviter d'être dans le métro avec le masque, etc. Mais de toute façon, c'était évident que si vous créez l'axe nord-sud de Paris, 18 000 cyclistes par jour, c'est pas énorme pour une ville, pour une métropole qui fait en tout 12 millions d'habitants. Yvan Lubraneski, comment est-ce que vous envisagez ce partage de l'espace entre les cyclistes, les automobilistes, ceux qui sont à scooter, ceux qui sont en trottinette, les piétons ? On sait que ça peut être des sujets très crispants dans les villes, plus ou moins grandes d'ailleurs, quelle que soit leur taille. Oui, dans les zones peu denses, c'est sûr que nous n'avons pas le boulevard Sébastopol, je connais bien, mais nous avons nos problèmes de sécurité également. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des endroits où il faut dépasser une départementale, voire rouler
un petit peu le long d'une départementale. Donc, il y a effectivement des subterfuges qui peuvent exister, notamment, on le voit, et les usagers le voient bien dans certains coins, notamment en vacances. Je pense que sur le littoral, c'est pas mal avancé, cette question de partager la route avec du marquage au sol extrêmement visible, même s'il n'y a pas la place de mettre l'un et l'autre. Il y a un respect qui se crée au fur et à mesure des aménagements. Il faut qu'on travaille là-dessus, parce qu'on est encore un petit peu en retard. Mais il y a quelque chose aussi que je voulais dire, c'est qu'il est nécessaire que l'on avance, et notamment en zone peu dense, sur le vélo, mais sur aussi tout ce qui va permettre de lier au covoiturage, au transport en commun, voilà, à l'intermodalité. Ça veut dire quoi, pardon, Ivan Libranevski, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, penser à des parkings à vélo à côté des gares ou sur des parkings d'autopartage après pour pouvoir faire une partie à vélo et une partie en voiture avec des collègues? Oui, tout à fait. Alors, évidemment, garer son vélo et le retrouver quand on revient, c'est beaucoup mieux. Et c'est clair que, d'ailleurs, il y a une partie de l'argent qui est prévue pour cela dans ce plan vélo, dans ce qui est très pertinent. Donc, il y a des aménagements à faire très, très vite, et on le voit. Si les usages vont plus vite que les infrastructures, eh ben, ces équipements peuvent être saturés. Mais en tout cas, il faut effectivement les développer. Mais on pense à d'autres mesures, hein. Je ne veux pas être hors sujet parce qu'on a la question de la mobilité, mais il faut quand même réellement, au XXIe siècle et au point où on en est, dans l'urgence climatique dans laquelle on est, il faut quand même se poser la question de la gratuité des transports en commun, notamment pour l'usager, hein. On sait bien que ça ne sera pas gratuit, mais il faut que celui qui prend sa voiture tout seul paye pour ceux qui ont des meilleurs usages, en fait. Donc, il faut que la société porte dans l'ensemble les usages les plus écologiques, les plus respectueux de l'environnement que la société peut mettre en place. Donc ça, c'est évidemment beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, mais c'est un défi qui est aujourd'hui posé devant le gouvernement. La gratuité des transports en commun, la question peut-être, vous savez que techniquement, aujourd'hui, on pourrait très très bien faire varier le prix de l'essence selon la personne qui se sert, hein, avec des moyens de contrôle. Hein. Aujourd'hui, tout est possible, hein, techniquement. Donc, on pourrait imaginer que les taxis payent moins cher l'essence, que 4 personnes dans sa voiture payent moins cher l'essence, etc., etc. Techniquement, tout cela est possible. Donc, il y a toute la volonté politique. Ivan Libranevski, ce qui est certain, et là-dessus, je pense que tout le monde se rejoint, et c'est pour ça que c'est important de parler du vélo, mais pas seulement, c'est que la question des transports, elle se pense dans sa globalité. Le vélo, c'est une partie, et il y a effectivement d'autres variables dont vous avez parlé à l'instant. Mais j'aimerais quand même... Pardon, et je m'étouffe en même temps que je vous parle, Olivier Schneider, pardonnez-moi, mais qu'on regarde quelques chiffres ensemble. Parce que oui, la pratique du vélo, elle est plus importante qu'avant. Oui, il y a plus d'aménagements, mais il y a aussi une mortalité des cyclistes qui est en augmentation. On le voit ici, 227 cyclistes tués en 2021. Ça fait plus 40 morts par rapport à 2019, plus 49 morts par rapport à 2020. Je ne vous ai pas mis les chiffres ici, mais pour ce qui est par exemple de la voiture, c'était en baisse en 2021 au niveau de la mortalité. Ça aussi, c'est à prendre en compte quand on parle de la sécurité et de la santé des cyclistes. Est-ce que c'est suffisamment justement pris en compte en ce moment? Parce qu'on voit dans le plan, par exemple, qu'il y a une annonce de formation pour les enfants à vélo. Alors, clairement, aujourd'hui, c'est la peur de l'accident et la réalité de l'accidentalité qui sont le frein numéro 1, même s'il y a aussi la peur et la réalité du vol. Et donc, mais parce qu'on ne se sent pas en maîtrise ou pas? Parce qu'on entend souvent dire les automobilistes font n'importe quoi, mais certains cyclistes aussi. Donc, je vais vous répondre. Où est le problème? Pour nous, il y a 3 leviers majeurs. Donc, en effet, il y a ces infrastructures séparées, et notamment les intersections. Parce que souvent, il y a un petit bout de piste cyclable, mais on vous abandonne au moment de l'intersection et retrouver la piste cyclable de l'autre côté, alors que c'est là qu'il y a les cisaillements de trajectoire qui font que c'est dangereux. Donc, il faut améliorer. Il ne faut pas juste augmenter le linéaire aménagé, mais améliorer la qualité de ce qu'on rend et de ce qui existe déjà. Deuxièmement, il y a cet apprentissage à tout niveau
Donc évidemment, avec ce focus sur le savoir rouler à vélo, qui est ce dispositif en CM1, CM2, mais qu'il faut étendre aux adultes y compris, par exemple, à tout le monde. Et donc avec aussi cette notion de bienveillance. Mais il y a aussi, parce que la majorité des tués, c'est quand même hors agglomération, parce que c'est le différentiel de vitesse qui fait que quelque chose où on est juste blessé, le même accident à plus haute vitesse, malheureusement, a souvent une issue fatale. Et donc, par rapport à ça, il y a vraiment la question de créer des liaisons intercommunales séparées. Enfin, parce qu'on a quand même eu le quoi qu'il en coûte sur le Covid, là, on a des solutions techniques qui existent et qui ne sont pas déployées à large échelle. Les principaux accidents évitables mortels en ville, ce sont ceux avec le phénomène, vous savez, des angles morts. Quand vous avez des véhicules qu'on appelle à grand gabarit, les bus, les cars, les camionnettes de livraison, qui sont indispensables en ville pour un certain nombre d'usages, en fait, il y a des endroits où le piéton ou le cycliste croit être vu. Et en fait, quand le conducteur ou la conductrice tourne à droite, il y a un moment, un angle mort, il y a un moment qu'on ne voit pas. Où, voilà. Et donc, il existe des dispositifs qu'on appelle de vision 360 qui permettent de reconstituer, avec des petites caméras autour, tout ce qui se passe autour et d'émettre une alarme quand il y a un piéton ou un cycliste dans ce champ-là. Et nous, on pense que ça devrait, entrer en ville avec ces véhicules à grand gabarit devrait être conditionné à l'usage de ces dispositifs-là. Il y a régulièrement des enfants ou des personnes de 18-20 ans, et j'en suis ému en repensant à un certain nombre de cas concrets, qui auraient été sauvés par ces dispositifs-là, qui existent. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas extrêmement cher. Voilà. Donc, infrastructure, éducation et les dispositifs techniques pour les quelques grands gabarits qui vont continuer à rentrer en ville. Si on faisait ces trois choses-là, de toute façon, la seule vision acceptable, c'est la vision vélo, la vision zéro. C'est voir comment est-ce qu'on atteint 0 mort à l'horizon 2030, 2040 ou autre. Et même, je pourrais vous dire, le trafic augmente plus vite que le nombre de tués, donc le risque individuel, et c'est une réalité, par kilomètre parcouru à vélo, heureusement, il chute, et que tous les risques en termes de maladies cardiovasculaires, mentales, etc., font qu'on gagne beaucoup plus que le nombre de tués, mais je ne peux pas dire ça à la famille qui vient de perdre un membre dans un accident, surtout évitable, parce qu'on aurait pu faire une piste cyclable ou pu équiper un camion ou un poids lourd ou un bus. La question, Yvan Lubranevski, à la fois des infrastructures, mais aussi de l'éducation. On vient de l'évoquer en plateau, mais j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, parce qu'on peut être tenté parfois, et ça a peut-être été le cas pour certains au moment du Covid, de se dire, voilà, j'ai mon permis voiture, je connais le code de la route, allez, je prends mon vélo, j'ai décidé de changer. Mais il y a quand même on ne roule pas pareil à vélo qu'en voiture, par exemple, ou en scooter. Faut aussi, ça peut-être le répéter. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites, vous, pour vos concitoyens ? Oui, c'est pour ça que c'est intéressant que dans le plan, c'est pas une nouveauté, mais l'ambition, c'est de le développer à l'échelle de toute une génération. C'est que dans les écoles, dès l'école, effectivement, il y a un travail de fait. On s'en souvient nous-mêmes, quand on était à l'école, pour certains, on a circulé en vélo pour commencer justement à apprendre le code de la route. Ça s'est un petit peu perdu pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, si on veut développer ce mode de déplacement, il faut effectivement développer toute la pédagogie qui va avec. Et ça, alors pour les adultes, moi j'ai moins les clés, sauf à considérer que on puisse, et pourquoi pas aussi à l'échelle d'une collectivité, mais on peut penser aussi à des associations, développer des sorties, des éléments qui peuvent aussi d'ailleurs accélérer les usages, parce que une fois qu'on a essayé, on peut être conquis par ce mode-là. Mais je le répète encore une fois, et c'est une des réticences, notamment au milieu rural, pour être conquis par ce mode de déplacement, il faut s'assurer que l'ensemble du déplacement, le vélo y compris, soit quelque chose qui devienne finalement plus intéressant, pas simplement en matière de sécurité, mais aussi en matière financière, à comparer à la situation, je prends ma voiture tout seul et je continue comme avant. Donc ça, c'est vraiment clé de pouvoir avoir des incitations nombreuses, et la piste cyclable, ça n'est qu'un élément de ces incitations. Merci beaucoup Yvan Lubranevski d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup aussi à vous, Olivier Schneider, d'avoir été présent sur ce plateau. On va passer au reste de l'actualité.